Après avoir dit au revoir à ma fille mourante, je suis sorti de l'hôpital, les larmes aux yeux. Mais lorsque j'ai entendu 2 infirmières chuchoter au sujet du terrible secret de ma femme, je me suis figé, incrédule. Les néons du Rivergate Medical Center bourdonnaient au-dessus de ma tête comme des guêpes furieuses tandis que je franchissais pour la dernière fois les portes coulissantes en verre. J'avais l'impression que mes jambes étaient en béton, chaque pas plus lourd que le précédent. Derrière moi, l'odeur antiseptique de l'hôpital imprégnait encore mes vêtements, mêlée à l'odeur du chagrin qui, j'en jure, suintait par mes pores. Ma fille, Ava, ma douce et courageuse guerrière de 10 ans, était partie. 2 ans. C'est le temps que nous avions passé ensemble à lutter contre cette satanée maladie. 730 jours de chimio, de prise de sang, de nuits blanches et de faux espoirs. 730 jours à regarder les cheveux de ma petite fille tomber par touffes. À voir son petit corps rapetissé. À voir son esprit rester plus brillant que le mien ne le pourrait jamais. Et maintenant, c'était fini. Le combat était terminé et nous avions perdu. Je sentais encore la chaleur de son front sous mes lèvres, après ce dernier baiser. J'entendais encore ma propre voix brisée, murmurant des promesses que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir. Papa ira bien, ma chérie. Papa ira très bien. Mais debout sur le parking, appuyé contre le mur de briques froids comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout, je savais que ces mots étaient complets. Je n'allais pas bien. Je n'étais même pas près d'aller bien. L'air de novembre me mordait le visage, âcre et impitoyable. Les voitures entraient et sortaient du parking. Les gens vaquaient à leurs occupations habituelles du mardi soir, complètement inconscients que mon monde entier venait de s'effondrer dans la chambre 314. Comment diable la vie pouvait-elle continuer alors que le mien s'était arrêté net? Un type dans une BMW se disputait au téléphone à propos d'une réunion retardée. Une femme vérifiait son maquillage dans son rétroviseur. Et moi, j'essayais de trouver comment respirer sans ma fille. C'est là que la colère a commencé à m'envahir, brûlante et amère. Où diable Claire était-elle passée pendant tout ce temps? Ma femme, la mère d'Ava, était arrivée dans cette chambre d'hôpital 20 minutes avant que notre fille ne rende son dernier souffle. 20 foutues minutes. Après avoir été absente pendant des semaines, elle est réapparue, l'air d'avoir préféré être n'importe où ailleurs, debout au chevet d'Ava comme si elle rendait visite à un parent éloigné dans une maison de retraite. Je repassais ces derniers instants dans ma tête, comme un film torride que je n'arrivais pas à arrêter. La respiration d'Ava était devenue si superficielle, si silencieuse. Les machines bipaient à ce rythme régulier qui était devenu la bande-son de nos vies. Je tenais sa main gauche, frottant mon pouce sur ses phalanges comme je l'avais fait 1000 fois auparavant. Et Claire, elle, se tenait là, telle une statue, les bras croisés, regardant sa montre, pas une larme, pas un mot de réconfort pour Ava, pas une main sur mon épaule, rien. Quand les écrans se sont enfin éteints, quand ce terrible bip incessant a rempli la pièce, je me suis effondré. Je parle de pleurs atroces, de ceux qui vous font trembler de tout votre corps. Mais Claire, elle, restait là, les yeux secs et distante, comme si elle regardait la tragédie de quelqu'un d'autre se dérouler sur un écran de télévision. Les infirmières ont dû m'éloigner doucement du lit d'Ava, mais Claire avait déjà reculé, sortant son téléphone. J'ai besoin de passer des appels, avait-elle dit d'une voix monocorde et professionnelle. Passer des appels. Notre fille venait de mourir, et elle avait besoin de passer des appels. Je la fixais comme si une deuxième tête lui avait poussé, mais elle se dirigeait déjà vers la porte, le téléphone collé à l'oreille. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Pas le chagrin qui s'était accumulé pendant des mois, me préparant de manière tordue à ce moment. C'était tout autre chose. C'était la prise de conscience écœurante que la femme avec qui j'étais marié depuis 13 ans, celle qui était censée être ma partenaire dans ce cauchemar, était devenue une parfaite inconnue. Je repensais à toutes ces nuits passées dans ce fauteuil d'hôpital inconfortable, à tenir la main d'Ava malgré la fièvre, les rêves et les crises de panique. Tous ces jours où Claire télétravaillait depuis chez sa sœur à Denver. Trop occupée pour lui rendre visite plus d'une fois par semaine. Toutes ces fois où je lui avais trouvé des excuses. Je me disais qu'elle gérait simplement son deuil différemment de moi. Peut-être que certains se dérobaient quand les choses devenaient difficiles. C'était peut-être son mécanisme d'adaptation. Mais debout dans cette chambre d'hôpital, à la regarder parcourir ses contacts alors que le corps de notre fille était encore chaud, je savais que c'était plus que ça. Ce n'était pas le deuil, ni des modes d'adaptation différents, ni le stress au travail. C'était quelque chose de froid, de calculé et d'anormal. Le parking était presque vide maintenant.
La plupart des employés de jour étaient rentrés chez eux, auprès de leur famille, de leur vie normale, de leurs enfants qui respiraient encore. J'ai sorti mes clés, mais mes mains tremblaient tellement que je les ai laissées tomber 2 fois avant de pouvoir les verrouiller. Le bruit du métal heurtant le trottoir résonnait sur les murs de béton, sec et définitif. Je suis resté assise dans mon camion pendant ce qui m'a semblé des heures, le moteur en marche, le chauffage à fond, mais je ne pouvais m'empêcher de frissonner. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le visage d'Ava. Pas la version pâle et malade de l'hôpital, mais la vraie Ava. Celle qui se glissait dans notre lit à l'aube et murmurait « Papa, on va faire des crêpes ». Celle qui dessinait des photos de notre famille au crayon violet et les collait sur le réfrigérateur. Celle qui m'appelait sa meilleure amie et qui le pensait de tout son être. Cette petite fille méritait mieux que ça. Elle méritait une mère présente. Elle méritait des parents unis et aimants, qui se battaient pour elle, qui la pleuraient. Au lieu de ça, elle m'a laissé trébucher seule pendant que Claire jouait à ce jeu tordu auquel elle jouait depuis des mois. J'ai finalement pris la route pour rentrer chez nous, dans notre maison vide de Maple Avenue, mais je n'arrivais pas à me résoudre à y entrer. Pas encore. Pas pour affronter la chambre vide d'Ava, les mensonges de Claire et le silence étouffant d'une maison sans rire. Alors, assis dans l'allée, je regardais les fenêtres des maisons de nos voisins briller d'un jaune chaud dans l'obscurité. Et je me suis fait une promesse. J'allais découvrir ce que Claire avait vraiment fait pendant. Que notre fille était mourante. Et quand je le saurais, il y aurait un jugement. 3 jours s'étaient écoulés depuis la mort d'Ava, et je n'arrivais toujours pas à me faire à l'idée de manger de la vraie nourriture. L'idée de mâcher, d'avaler, de faire semblant d'avoir besoin de carburant alors que mon âme se sentait complètement vidée. Cela me semblait impossible. Mais ma sœur Leia m'appelait toutes les heures, me harcelant pour que je prenne soin de moi. Et je me suis dit que je devrais au moins essayer de sauver les apparences. Me voilà donc, debout devant la cafétéria de l'hôpital, tel un fantôme perdu, à fixer le menu sans vraiment le voir. La cafétéria grouillait de la foule habituelle de l'après-midi, médecins prenant un café rapide entre 2 opérations, familles picorant des sandwichs qu'elles ne pouvaient pas goûter, visiteurs l'air choqués et dépassés. Tout l'endroit sentait les légumes trop cuits et le désinfectant industriel, ce qui aurait dû me retourner l'estomac. Mais honnêtement, je ne ressentais plus grand-chose. J'étais en pilotage automatique, faisant semblant d'être un être humain, tandis que mes entrailles semblaient avoir été vidées avec une cuillère rouillée. Je revenais à l'hôpital tous les jours depuis la mort d'Ava, même sans raison particulière. Peut-être espérais-je me sentir plus proche d'elle. Ou peut-être que je ne supportais tout simplement pas de rentrer dans cette maison silencieuse où son rire résonnait sur les murs. Quoi qu'il en soit, je me suis retrouvé à errer dans les couloirs comme un spectre en panne. Sans vraiment savoir ce que je cherchais, mais incapable de m'en éloigner. C'est alors que je les ai entendus. 2 infirmières passaient devant moi, leur blouse bruissant doucement. Elles parlaient de ce ton bas et prudent que les employés d'hôpital utilisent lorsqu'ils discutent de choses qu'ils ne devraient probablement pas aborder en public. En temps normal, je n'y aurais pas prêté attention. Bon sang, il y a 3 jours, je ne les aurais même pas remarquées, mais leur regard dans ma direction m'a fait dresser l'oreille. Je n'arrive toujours pas à croire qu'elle ait eu le culot d'apparaître à la fin comme ça. La première disait qu'elle était plus âgée, peut-être la 50aine, avec des cheveux grisonnants attachés en une queue de cheval pratique. Je l'avais déjà vue au service pédiatrique. Une de ces infirmières chevronnées qui avait probablement tout vu 2 fois, juste après une absence de plusieurs semaines. La deuxième infirmière répondit, celle-ci était plus jeune, probablement fraîchement sortie de l'école d'infirmière, avec des yeux fatigués qui semblaient avoir vu trop de choses trop vite. Je comprends que chacun vive son deuil différemment, mais voyons, elle marchait lentement, et je me suis retrouvé à dériver derrière elle, faisant semblant d'étudier les distributeurs tout en essayant de saisir leurs paroles. Un frisson commençait à m'envahir, une sensation que je ne parvenais pas à nommer, mais que je n'aimais pas du tout. Elle n'est revenue que parce que son petit ami a insisté. L'infirmière plus âgée continua, la voix encore plus basse. « Tu y crois ?» Le pauvre homme ne sait toujours pas, les mots me frappèrent comme un coup de poing. « Petit ami, de quoi diable parlait-elle » Je m'arrêtai net, mon cœur battant la chamade comme s'il essayait de se libérer. Ces infirmières parlaient du petit ami de quelqu'un qui ignorait quelque chose d'important. Mais qui était-elle ? Il pense qu'elle s'occupait de sa fille mourante, dit la plus jeune infirmière en secouant tristement la tête. Mais elle vivait dans une autre ville depuis des semaines. Avec l'autre homme, le monde a basculé. Les néons au-dessus de ma tête m'ont soudain semblé trop forts,
les bruits de la cafétéria trop forts, l'odeur du café industriel trop forte. Je me suis agrippé au mur le plus proche pour me soutenir, mes jambes me semblant soudain sur le point de me lâcher. Vivre dans une autre ville avec un autre homme tout en s'occupant de sa fille mourante. Il devait parler de Claire. Aucune autre explication ne tenait. La chronologie, les circonstances, le fait qu'il m'ait regardé en commençant à parler. Tout cela formait une image que je ne voulais absolument pas voir. Je ne peux pas imaginer mentir à quelqu'un comme ça, disait la jeune infirmière en s'éloignant. Surtout quand leur enfant est en train de mourir. Quel genre de personne fait ça? Leur voix s'affaiblissait, engloutie par le brouhaha de la cafétéria, mais les mots résonnaient dans ma tête comme une sorte de mantra tordu. Petit ami, autre ville, mensonge. Quel genre de personne fait ça? Je me dirigeais en titubant vers le parking, l'esprit tourbillonnant comme un manège en panne. Tout ce que je croyais savoir des derniers mois était soudain remis en question. Toutes ces fois où Claire avait télétravaillé depuis chez sa sœur à Denver. Tous ces appels vidéo où elle semblait distraite, semblant hors champ, comme si quelqu'un d'autre était présent. Tous ces week-ends où elle avait prétendu être trop débordée de travail pour venir voir Ava. Était-elle avec lui? Ce mystérieux petit ami dont ces infirmières parlaient pendant que je dormais sur des fauteuils d'hôpital, apprenait à lire les constantes d'Ava et tenait la main de notre fille pendant les séances de chimiothérapie. Claire avait-elle joué à la maison avec un autre type dans une autre ville? Le parking était sombre et frais, un soulagement bienvenu après l'éclairage intense de l'hôpital. Je suis arrivé à mon camion et je m'appuyais contre la portière côté conducteur, essayant de reprendre mon souffle. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à sortir mes clés de ma poche. Ce n'était pas possible. Il devait s'agir d'un malentendu, d'un fil conducteur qui se croisait dans les ragots de l'hôpital, sans aucun rapport avec ma femme. Mais même en essayant de me convaincre que tout cela n'était qu'une erreur, les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place dans ma tête. La façon dont Claire semblait si à l'aise d'être absente pendant des semaines. Son air presque agacé quand je l'appelais pour lui donner des nouvelles de l'état d'Ava. Sa façon d'arriver à l'hôpital ce dernier jour, l'air de vouloir être ailleurs, à consulter sa montre, à téléphoner. J'y ai repensé la nuit dernière. Comment elle s'était tenue au chevet d'Ava, telle une étrangère rendant visite à l'enfant d'un autre. Comment elle n'avait pas pleuré, ne lui avait pas dit au revoir, n'avait même pas touché la main d'Ava. J'ai craqué pour le choc, le chagrin, sa façon de gérer la perte. Mais et si? N'était-ce pas du chagrin? Et si c'était de la culpabilité? Cette pensée me rendait malade. Je me suis penché, les mains sur les genoux, essayant de ne pas vomir, là, dans le parking. Si c'était vrai, si Claire avait vraiment mené une double vie pendant que notre fille se battait pour la sienne, alors tout ce que je croyais de notre mariage, de notre famille, de notre vie commune était un mensonge. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de savoir si la femme à qui j'avais confié mon cœur avait trahi non seulement moi, mais aussi notre enfant mourant. Et si c'était le cas, que Dieu me vienne en aide. L'enfer allait nous coûter cher. 13 ans. C'est le temps que Claire et moi avions passé ensemble. Et assise dans mon camion, sur le parking de l'hôpital, je n'arrivais pas à comprendre où tout cela avait bien pu déraper. 13 ans de ce que je croyais être le véritable amour, un véritable partenariat, un véritable engagement. Maintenant, les mots de ces infirmières me tournaient dans la tête comme des boules de flippé. Et chaque souvenir de notre vie commune commençait à me sembler différent sous cette nouvelle lumière crue. Nous nous sommes rencontrés lors de la séance d'orientation des étudiants de première année à l'Université d'État du Missouri, à une époque où la vie semblait simple et pleine de possibilités infinies. J'étais un enfant tranquille, originaire d'une petite ville près de Springfield. Plus à l'aise avec mes mains qu'avec les mots, projetant d'étudier la menuiserie et peut-être de reprendre l'entreprise de construction de mon père un jour. Claire était tout ce que je n'étais pas, sûre d'elle, magnétique, le genre de personne qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et devenir immédiatement le centre de l'attention. Elle étudiait le marketing, avait ce rire contagieux qui pouvait vous faire oublier votre nom, et portait ses t-shirts de groupe vintage qui lui allaient comme de la haute couture. Je me souviens encore du moment précis où j'ai craqué pour elle. C'était lors d'un événement brise-glace stupide où il nous faisait jouer des charades avec des partenaires au hasard. Claire a été jumelée avec moi, et lorsqu'elle a dû faire une scène, emportée par le vent, elle s'est lancée dans une performance déjantée à la Southern Belle qui a fait rire toute la salle. Mais quand elle m'a regardé après coup, le visage rouge et le sourire aux lèvres, elle m'a fait un clin d'œil comme si on se faisait une blague. C'en était fini pour moi.
Fin de partie. Pendant 4 ans, nous avons été inséparables. C'était la sociable qui il m'entraînait à des fêtes, des concerts et des aventures nocturnes. Je n'y serais jamais allé seul. J'étais la personne stable qui veillait à ce qu'elle mange bien pendant la semaine des examens et ne dépense pas tout son salaire en vêtements vintage qu'elle porterait une fois. On s'équilibrait parfaitement. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Après l'obtention de mon diplôme, on a emménagé ensemble dans un minuscule appartement au-dessus d'une pizzeria à Kansas City. C'était un vrai taudis. Le chauffage fonctionnait à peine. Les voisins étaient très bruyants. Et on sentait le pepperoni 24H24 et 7J7. Mais on était heureuse. Claire a décroché un emploi dans une petite agence de publicité et j'ai commencé à travailler pour un entrepreneur local spécialisé dans la rénovation de bâtiments historiques. On passait nos soirées à planifier notre avenir, à parler de la maison qu'on achèterait un jour, des enfants qu'on aurait, de la vie qu'on construirait ensemble. On s'est mariés 2 ans plus tard dans la ville natale de Claire, dans l'Iowa. Rien de spécial, juste une simple cérémonie dans le jardin familial avec une 50aine de personnes. Sa mère avait accroché des guirlandes blanches dans les chênes. Et Claire portait la robe de mariée de sa grand-mère, qu'elle avait fait retoucher. J'ai porté le seul costume que je possédais et je me suis senti le plus chanceux du monde. Lors de notre première danse, elle s'est penchée et m'a murmuré à l'oreille, « Ce n'est que le début, Mason. » Je l'ai cru complètement. Nous avons acheté notre maison sur Maple Avenue 3 ans plus tard. Un modeste 2 pièces avec un bardage bleu et une véranda qui avait besoin de quelques travaux. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. Je passais mes week-ends à réparer les planchers qui grinçaient et à rénover la cuisine pendant que Claire peignait les murs avec des couleurs vives qui auraient dû être discordantes, mais qui, d'une certaine manière, allaient parfaitement. Nous avons planté un jardin dans le jardin et adopté un Golden Retriever croisé nommé Buddy, qui avait plus d'énergie que nous 2 réunis. Pendant un temps, tout était exactement comme je l'avais rêvé. Claire a obtenu une promotion et a commencé à gagner un salaire décent. Je me suis lancé en freelance et me suis bâti une solide réputation en ville pour la qualité de mon travail et les prix raisonnables. Nous avons fait des escapades le week-end dans des petites villes inconnues, testé de nouveaux restaurants et assisté à des concerts. Il y avait peut-être 200 personnes. La vie était belle. Simple. La vie avait du sens. Puis nous avons commencé à essayer d'avoir des enfants, et tout s'est vite compliqué. Des mois et des mois de tests de grossesse négatifs, des visites médicales qui en entraînaient d'autres, des interventions douloureuses et coûteuses. On n'avait pas vraiment de résultats et ça ne marchait pas. Bref, Claire a commencé à être obsédée par les sites de fertilité, les calendriers d'ovulation, le bio ceci et le sans hormones cela. J'ai essayé de la soutenir, mais honnêtement, la voir se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine était une peur bleue. Après 3 ans d'essai, nous étions toutes les 2 au bord du gouffre. Claire était devenue furieuse et amère, comme si l'univers la trahissait. J'étais juste fatigué. Fatigué des rapports sexuels programmés, de la déception constante et de la façon dont Claire regardait les familles heureuses comme si elle lui avait volé quelque chose qui lui appartenait. On avait commencé à parler d'adoption, ou peut-être simplement à accepter que les enfants n'étaient pas envisageables pour nous. C'est là que Claire est tombée enceinte d'Ava. Je n'oublierai jamais le jour où elle m'a montré ce test de grossesse. J'étais dans le garage. Je travaillais sur un rocking chair que je construisais pour le nouveau bébé de notre voisine quand Claire a fait irruption dans la pièce, les larmes aux yeux. L'espace d'une seconde, j'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Puis elle a brandi ce petit bâtonnet en plastique avec les 2 lignes roses, et tout a basculé. Ava est née un mardi matin de mars, après 16 heures de travail qui m'ont terrifié encore plus que Claire ne le semblait. Quand le médecin a placé cette petite personne ridée et parfaite dans mes bras, j'ai complètement perdu la tête. Je parle de pleurs atroces. Le genre de pleurs qui font que les infirmières vous tendent des mouchoirs et vous tapotent l'épaule avec compassion. Claire était épuisée, mais rayonnante. Et quand elle m'a regardé tenir notre fille, elle a souri comme à l'université. Elle va être la fille à papa, a dit Claire, la voix étouffée par les poussées et les cris. Regarde comme elle te fixe. Elle avait raison. Dès le premier jour, Ava et moi avons eu une connexion sans précédent. Elle se calmait instantanément quand je la tenais. Elle dormait mieux quand je chantais pour elle, s'illuminait comme un sapin de Noël quand j'entrais dans une pièce. Claire plaisantait en disant que j'avais conquis le cœur de sa fille avant même qu'elle n'ait eu la chance de concourir. Pendant 10 ans, nous avons été heureux. Vraiment,
sincèrement, d'une manière qui semblait durable et authentique. Ava emplissait notre maison de rire et de chaos, et de cette joie pure qui vous fait comprendre pourquoi les gens ont des enfants. Claire semblait trouver son rythme de mère, organisant des fêtes d'anniversaire grandioses, faisant du bénévolat pour les comités scolaires et immortalisant chaque étape importante avec environ 10 000 photos. Mais le diagnostic est arrivé et tout a commencé à s'effondrer. En y repensant maintenant, avec ces mots d'infirmière résonnant dans ma tête, je pouvais voir les fissures que j'avais été trop effrayé ou trop stupide pour remarquer à l'époque. La façon dont Claire s'était éloignée presque immédiatement. La façon dont elle semblait plus en colère que brisée. La façon dont elle avait commencé à parler de son besoin d'espace, de temps, de quelque chose que je ne pouvais apparemment pas lui donner. J'avais trouvé des excuses à tout cela. Le deuil touche les gens différemment. Certaines personnes se renferment sur elles-mêmes quand elles ont peur. D'autres fuient au lieu de se battre. Mais, assis là, dans ce parking, je commençais à me demander si Claire n'avait pas fui du tout. Peut-être qu'elle courait vers quelque chose ou quelqu'un. Cette pensée me donnait la nausée, mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. 13 ans de mariage et je réalisais que je ne connaissais peut-être pas ma femme du tout. Plus j'y pensais, plus j'étais furieux. Assis dans mon camion, repensant aux derniers mois, j'ai commencé à voir la soi-disant réaction de deuil de Claire pour ce qu'elle était vraiment. Une disparition soigneusement orchestrée qui m'a laissé seul pendant que notre fille se battait pour sa vie. Tout a commencé environ 6 semaines après le diagnostic d'Ava, juste au moment où les traitements de chimiothérapie devenaient vraiment brutaux. Jusque-là, Claire avait été présente, ou du moins physiquement présente. Elle s'asseyait sur ses fauteuils d'hôpital inconfortables, consultait son téléphone, discutait avec les infirmières, mais elle semblait toujours agitée, comme si elle avait envie d'être ailleurs. J'ai étouffé. J'avais tout misé sur le stress de voir notre enfant vivre l'enfer, mais maintenant je me demande si elle préparait déjà sa fuite. La première fois qu'elle a mentionné avoir besoin d'espace pour digérer, j'ai eu pitié d'elle. Nous étions à la cafétéria de l'hôpital, cherchant une triste excuse pour un sandwich à la dinde. Et Ava venait de terminer un traitement particulièrement dur qui l'avait laissé vomir pendant des heures. Claire avait l'air épuisée, son maquillage avait coulé et ses cheveux habituellement impeccables étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée. « Je n'en peux plus, Mason », avait-elle dit en fixant sa nourriture intacte. « J'ai besoin de prendre du recul pour trouver comment gérer tout ça. » J'ai tendu la main par-dessus la table et je lui ai serré la main, pensant être le mari qui me soutient. « Tout ce dont tu as besoin, ma puce. Tu pourrais peut-être rester quelques jours avec ta sœur. Fais le vide. » Le soulagement qui a traversé son visage aurait dû être mon premier indice. Les gens normaux n'ont pas l'air soulagés lorsqu'ils parlent de faire une pause au chevet de leur enfant mourant. Mais j'étais tellement concentré à tout garder. Ensemble, tellement désespéré de croire que nous formions encore une équipe, j'ai complètement manqué les signes avant-coureurs. En moins d'une semaine, Claire avait fait 2 valises et était partie à Denver chez sa sœur, Emily. Elle avait dit qu'elle travaillerait à distance pendant un certain temps, peut-être 2 semaines, le temps de se remettre les idées en place. Emily traversait soi-disant un divorce difficile et pouvait de toute façon utiliser l'entreprise. Tout cela semblait raisonnable à l'époque. Bon sang, cela semblait carrément noble. 2 sœurs se soutenant mutuellement dans les moments difficiles. Mais ces 2 semaines se sont transformées en 1 mois, puis 6 semaines, puis 2 mois. Pendant ce temps, je vivais pratiquement au Rivergate Medical Center, dormant dans cet appareil de torture qu'on appelle un fauteuil inclinable, apprenant le nom de chaque infirmière du service d'oncologie pédiatrique et devenant experte en traitement d'AVA. Claire me contactait par FaceTime peut-être 3 fois par semaine, toujours à des heures insolites, quand Ava dormait ou recevait ses soins. Elle demandait des nouvelles de tout avec cette attitude distante et polie, comme si elle prenait des nouvelles d'une voisine malade plutôt que de sa propre fille. Quand Ava était réveillée et voulait parler à sa mère, Claire semblait toujours distraite, ses yeux quittant l'écran comme si elle regardait la télé ou quelque chose comme ça. Par la maman du cours d'art-thérapie. J'encourageais Ava, essayant de poursuivre la conversation. On a fait des éléphants en argile aujourd'hui, disait Ava, brandissant sa création avec la fierté que seul un enfant malade peut avoir. Le mien a une très longue trompe. C'est gentil, ma chérie. Claire répondait, mais son ton était plat, désintéressé. Écoute, j'ai un appel professionnel dans quelques minutes. Du coup, toutes les conversations se terminaient de la même façon. Appel professionnel, réunion, conférence téléphonique avec des clients.
Toujours quelque chose de plus important que de parler à sa fille qui luttait contre le cancer. Mais je lui trouvais des excuses, même à moi-même. Le télétravail était exigeant. Émilie traversait une période difficile. Claire gérait son deuil différemment de moi. Ma sœur Léa, cependant, l'a bien compris. Elle venait à l'hôpital 2 fois par semaine, apportant de la soupe maison, des vêtements propres et une bonne dose de réalité que je n'étais pas prête à entendre. Où diable ? Est-ce que Claire va ? Demandait-elle, sans même essayer de dissimuler son irritation. Ava demande constamment de ses nouvelles. Et tu continues à trouver des excuses pour expliquer pourquoi maman ne peut pas être là. Elle gère la situation différemment de nous, disais-je en répétant la phrase. Je me nourrissais depuis des semaines. Certaines personnes ont besoin d'espace lorsqu'elles traversent un traumatisme. Il a me regardé comme si j'étais la plus grande idiote du monde. De l'espace. Par rapport à quoi ? Maçonne, par rapport à son rôle de mère, par rapport à son mari, par rapport à son enfant malade. Je me mettais sur la défensive, je disais à Léa qu'elle ne comprenait pas que chacun vit son deuil différemment. Que Claire faisait de son mieux dans des circonstances impossibles. Mais tard le soir, quand Ava dormait enfin et que l'hôpital était silencieux, hormis le bip constant des machines, je me demandais si ma sœur avait raison. Ce qui me touchait vraiment, c'était la facilité avec laquelle Claire semblait s'adapter à l'absence. Quand nous nous sommes mariés, elle ne supportait pas d'être séparée de moi plus d'un jour ou deux. Elle m'appelait sans cesse quand je devais partir pour le travail, m'envoyait des photos de ce qu'elle préparait pour le dîner, se plaignait du vide dans la maison sans moi. Mais maintenant, elle semblait parfaitement satisfaite d'être à des centaines de kilomètres pendant que notre famille s'effondrait. À part. Et les appels vidéo sont devenus de plus en plus étranges au fil du temps. Parfois, j'aperçois ce qui semblait être un joli appartement en arrière-plan. Certainement pas l'appartement exigu d'Émilie dont je me souvenais de mes visites de Noël. D'autres fois, Claire portait des vêtements que je n'avais jamais vus auparavant. Des vêtements qui semblaient chers, mais qui n'étaient pas son style habituel. Quand je lui demandais à ce sujet, elle devenait vague et changeait de sujet. Émilie m'a emmené faire du shopping, disait-elle. Une thérapie par le shopping, vous savez. Ça m'aide à gérer. Mais la Claire que j'ai épousée n'avait jamais été accro au shopping. Elle était pragmatique en matière de vêtements, achetait ce dont elle avait besoin, et rien de plus. Cet intérêt soudain pour les chemisiers de créateurs et les bijoux fantaisie n'avait aucun sens, mais j'étais trop épuisé et dépassé pour insister. Le pire, c'était de voir le visage d'Ava pendant ses appels vidéo. Ma fille s'illuminait dès que le visage de Claire apparaissait à l'écran, bavardant sur sa journée, ses traitements, les infirmières qu'elle aimait et la nourriture qu'elle détestait. Mais je voyais la confusion dans ses yeux lorsque Claire coupait court aux conversations. La déception de voir les jours passer sans aucun contact. Quand maman rentre-t-elle à la maison ? M'a demandé Ava un soir, après un appel particulièrement bref et insatisfaisant. Bientôt, ma chérie, ai-je menti, caressant son crâne chauve là où se trouvaient ses beaux cheveux bruns. Maman a juste besoin d'un peu plus de temps. Mais au fond de moi, je commençais à me demander si Claire reviendrait un jour. Et maintenant, assise dans ce parking, avec les mots de ces infirmières résonnant dans ma tête, je réalisais qu'elle avait peut-être déjà trouvé un nouveau foyer avec quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je n'ai pas pu me résoudre à rentrer. L'idée d'entrer dans cette maison silencieuse, de voir la chambre vide d'Ava, de faire face à tous ces espaces où son rire résonnait autrefois, me semblait impossible. Alors, je suis retourné à l'hôpital et j'ai réussi à convaincre la sécurité, leur disant que j'avais laissé quelque chose d'important dans la chambre de ma fille, ce qui n'était pas vraiment un mensonge, car j'y avais laissé quelque chose d'important. J'avais laissé des morceaux de mon cœur éparpillés dans ce petit espace stérile. La chambre 314 était sombre quand je me suis glissé à l'intérieur, mais la lumière du couloir filtrait juste assez pour que je puisse tout voir exactement comme nous l'avions laissé. Le lit où Ava avait passé ses derniers jours était réduit au matelas en plastique. Pourtant, sa présence emplissait encore chaque recoin. Sa girafe en peluche, celle qu'elle avait baptisée Gérald d'après un personnage de dessin animé dont je ne me souvenais plus, était toujours posée sur le rebord de la fenêtre où je l'avais posée ce matin-là. Les infirmières avaient eu la gentillesse de la laisser, pensant probablement qu'aucun parent ne devrait avoir à décider quoi faire du jouet préféré de son enfant décédé juste après sa perte. J'ai pris Gérald dans mes bras et me suis affalé dans cet horrible fauteuil inclinable qui avait été ma maison pendant près de 2 ans. Il était recouvert d'une sorte de vinyle industriel, censé être facile à nettoyer, mais qui me donnait surtout l'impression d'être assis sur un banc public sous la pluie.
J'avais passé d'innombrables nuits dans ce fauteuil, à observer le sommeil d'Ava, à surveiller sa respiration, à sursauter chaque fois qu'une de ses machines se mettait à biper. Maintenant, il me semblait vide et froid comme tout dans ma vie. Mon téléphone a vibré sur la petite table roulante à côté du lit. Le nom de Cla a clignoté sur l'écran, et pendant une seconde, je l'ai fixé. Une partie de moi voulait répondre, lui crier dessus, lui demander des explications sur l'endroit où elle était allée pendant que notre fille mourait. Mais une part plus importante de moi n'était pas encore prête pour cette conversation. Pas alors que j'essayais encore de digérer ce que ces infirmières avaient dit. Pas alors que j'espérais encore une explication innocente à tout cela. Alors, j'ai laissé sonner et je suis retourné tenir Gérald, cette peluche ridicule qui sentait encore légèrement la lotion à la lavande qu'Ava appliquait sur ses mains lorsque la chimio lui rendait la peau sèche et craquelée. C'était drôle comme quelque chose d'aussi simple pouvait contenir autant d'une personne. Gérald avait été le compagnon constant d'Ava à chaque hospitalisation, à chaque intervention, à chaque nuit blanche où la douleur était insupportable. Il avait absorbé plus de larmes qu'aucun animal en peluche ne devrait en absorber. Il avait été témoin de plus de souffrances qu'aucun jouet n'était conçu pour en supporter. Au lieu de gérer. Après l'appel de Claire, j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler les photos d'Ava. Des centaines, voire des milliers, documentant chaque étape de sa courte vie. Elle était là comme un nouveau-né, petite, ridée et parfaite, dormant dans mes bras alors que j'avais l'air d'avoir été heurté par un camion. Là, elle faisait ses premiers pas, poursuivant Buddy dans le jardin, couverte de peinture aux doigts provenant d'un projet artistique devenu complètement incontrôlable. Ma photo préférée était celle de son 8e anniversaire, environ 6 mois avant le diagnostic. Nous lui avions organisé une fête de princesse dans le jardin, avec une maison gonflable et suffisamment de décorations roses pour aveugler une personne. Ava portait cette robe habillée élaborée que Claire avait trouvée dans un magasin vintage, complétée par un diadème en plastique qui valait probablement environ 50 cents, mais qui lui donnait l'impression d'être une reine. Sur la photo, elle avait la quarantaine, la bouche grande ouverte, les yeux pétillants de pure joie. C'était Ava en un mot. Un pur bonheur décomplexé qui pourrait illuminer une pièce. J'ai fait défiler des dizaines de photos d'anniversaire jusqu'au plus difficile. Ava dans son lit d'hôpital, chauve comme un aigle, mais toujours souriante devant la caméra. Ava lève le pouce après une séance de chimio particulièrement brutale, essayant d'avoir l'air courageuse, même si je pouvais voir l'épuisement dans ses yeux. Ava endormie avec Gérald serré contre sa poitrine. Si petite et fragile qu'elle semblait pouvoir disparaître si quelqu'un soufflait trop fort sur elle. Ce qui m'a tué dans toutes ces photos, c'est le peu d'entre elles qui incluaient Claire. Oh, elle était là pour les grands moments. Anniversaire, vacances, événements scolaires. Mais en repensant à 2 années de traitement contre le cancer, elle était essentiellement un fantôme. C'était comme si elle avait commencé à disparaître de la vie des AA bien avant son départ physique pour Denver. Il y avait une vidéo que je ne pouvais pas me résoudre à supprimer, même si la regarder me donnait l'impression de me planter un couteau dans la poitrine et de la tordre. Ava l'avait enregistrée elle-même il y a environ 3 semaines, lors d'un de ses meilleurs jours, lorsque les nausées n'étaient pas trop graves et qu'elle avait assez d'énergie pour être idiote. Elle avait compris comment utiliser l'appareil photo de mon téléphone et avait réalisé ce petit film loufoque de chantant elle-même une chanson pop que je ne connaissais pas. « Salut papa », a-t-elle dit à la caméra en agitant le petit sabot de Gérald vers l'objectif. Gérald et moi faisons un clip pour toi parce que tu as l'air triste tout le temps et nous voulons te faire sourire. Ce qui a suivi a été la performance la plus fausse, la plus ridicule et la plus belle que j'ai jamais vue. Ava a chanté cette chanson sur l'amitié et l'amour et sur le fait de ne jamais abandonner, utilisant Gérald comme danseur auxiliaire et inventant la moitié des mots au fur et à mesure. Elle était complètement inconsciente, complètement dans l'instant présent, complètement vivante d'une manière qui vous faisait oublier qu'elle était malade. Nous t'aimons, papa, a-t-elle dit à la fin de la vidéo, envoyant un baiser à la caméra, même lorsque tu es grincheux et que tu as besoin de te raser le visage. J'ai dû regarder cette vidéo 50 fois au cours des dernières semaines et elle m'a touché à chaque fois. Pas seulement parce que c'était probablement la dernière vidéo que j'avais d'Ava vraiment heureuse, mais à cause de ce qu'elle n'avait pas dit. Elle n'a pas mentionné sa mère lui manque. Elle n'a pas demandé quand maman rentrait à la maison. Elle ne semblait ni confuse ni blessée par l'absence de Claire. C'était comme si elle avait déjà accepté que ce serait juste nous deux contre le monde. Peut-être que cela aurait dû être mon signal d'alarme. J'aurais peut-être dû réaliser qu'un enfant de 10 ans n'arrête pas de poser des questions sur son parent disparu, sauf si quelque chose ne va vraiment pas.
Mais j'étais tellement concentré sur le confort d'Ava et sur la lutte contre sa maladie que j'ai raté la situation dans son ensemble. J'étais tellement occupé à essayer d'être les deux parents que je n'ai pas réfléchi à la raison pour laquelle je devais être les deux parents en premier lieu. Maintenant, assise dans cette chambre d'hôpital vide avec Gérald sur mes genoux et ces mots d'infirmière résonnant dans ma tête, je commençais à comprendre. Ava me protégeait. Ma fille mourante avait essayé de me protéger de la vérité sur sa mère parce qu'elle pouvait voir ce que j'avais trop peur ou trop stupide pour l'admettre. Claire n'avait pas fait son deuil, ni traité ni fait face à un traumatisme. Elle avait vécu une toute autre vie. Et d'une manière ou d'une autre, Ava avait compris bien avant moi. Cette pensée m'a rendu malade. Ava avait passé ces derniers mois non seulement à lutter contre le cancer, mais aussi à supporter le poids de la trahison de sa mère. Une enfant de 10 ans ne devrait pas avoir à se soucier de protéger les sentiments de son père. Une enfant de 10 ans ne devrait pas être la personne la plus forte de la pièce alors qu'elle est littéralement en train de mourir. Mais c'était Ava. Même à la fin, même lorsqu'elle était trop faible pour lever la tête de l'oreiller, elle essayait toujours de prendre soin de tout le monde. Elle méritait tellement mieux que ce qu'elle avait. Elle méritait des parents qui se sont montrés présents, qui se sont battus pour elle, qui ont placé ses besoins avant tout dans le monde. Elle méritait mieux que Claire. Et honnêtement, elle méritait probablement mieux que moi aussi. Mais au moins j'y étais. Au moins j'ai essayé. Au moins, je l'avais aimée de tout ce que j'avais jusqu'à la toute dernière seconde. Je suis resté dans cette pièce jusqu'à l'arrivée de l'équipe du matin, tenant Gérald dans mes bras et me faisant une promesse. J'allais découvrir exactement ce que Claire faisait pendant que notre fille était en train de mourir. Et quand je le ferais, ça allait être un enfer à payer. J'ai quitté l'hôpital ce matin-là en me sentant comme un homme possédé. Les paroles de cette infirmière avaient allumé un feu en moi que je ne pouvais pas éteindre, et j'en avais fini de trouver des excuses pour le comportement de Claire. Si elle avait mené une sorte de double vie pendant que notre fille était en train de mourir, j'allais bien le découvrir. L'époque où l'on lui accordait le bénéfice du doute était officiellement révolue. La première chose que j'ai faite en rentrant chez moi a été de récupérer nos relevés communs de cartes de crédit. Claire s'occupait de la plupart de nos finances, disait qu'elle était meilleure que moi avec les chiffres, ce qui était probablement vrai. J'étais plutôt du genre à payer les factures et à espérer qu'il reste de l'argent. Mais j'avais toujours accès à nos comptes en ligne. Et il n'a pas fallu longtemps pour rassembler des mois de transactions qui racontaient une histoire que je ne voulais vraiment pas lire. Les preuves étaient là, noir sur blanc. Et je ne pouvais pas croire que j'avais été assez stupide pour rater ça. À partir de fin août, vers la fois où Claire était partie soutenir sa sœur Émilie, il y avait des accusations que je ne pouvais pas expliquer. Factures d'hôtel à Phoenix, dîners coûteux dans des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler, soins de spa, virées shopping, billets d'avion achetés sous son nom de jeune fille au lieu de notre nom de femme mariée. Mes mains tremblaient alors que je parcourais page après page des accusations qui dressaient le portrait de quelqu'un vivant la vie pendant que je dormais sur des chaises d'hôpital et que je comptais les pilules pour notre fille mourante. Il y avait des frais pour un steakhouse chic à Scottsdale le jour même où Ava avait été si malade à cause de la chimio qu'elle ne pouvait pas retenir son eau. Une journée au spa à Phoenix qui a coûté plus cher que notre versement hypothécaire. Acheté alors que je recherchais des traitements expérimentaux et suppliais les compagnies d'assurance de couvrir les procédures qui pourraient sauver la vie de nos enfants. Mais le véritable problème était les frais récurrents dans un complexe d'appartements haut de gamme à Phoenix. Les mensualités de loyer ont commencé en septembre et se sont poursuivies jusqu'à cette semaine. Claire ne restait pas avec sa sœur à Denver. Elle vivait dans un appartement luxueux en Arizona. Et d'après l'apparence de ses cartes de crédit facture, elle ne vivait pas seule là-bas. J'avais l'impression que j'allais vomir. Toutes ces fois où elle m'avait appelé depuis ce que je pensais être le canapé d'Émilie, se plaignant de l'exiguïté de l'appartement et de la difficulté de se concentrer sur son travail avec les enfants d'Émilie qui couraient partout. Tous ces appels vidéo où elle portait des vêtements que je ne reconnaissais pas, devant des décors qui ne ressemblaient en rien à Emily S. Place. Elle me mentait en face depuis des mois pendant que je regardais notre fille dépérir. Le complexe d'appartements s'appelait le Méridien et leur site web le faisait ressembler à un magazine. Unité de luxe d'une ou deux chambres avec comptoir en granit et appareils électroménagers en acier inoxydable et vue sur un terrain de golf qui coûte probablement plus cher à jouer que ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Le genre d'endroit dans lequel Claire avait toujours parlé de vouloir vivre un jour quand nous étions jeunes et stupides et pensions que nous aurions éventuellement de l'argent pour ce genre de style de vie. J'ai appelé le complexe, mon cœur battant si fort que j'ai été surpris que le réceptionniste ne puisse pas l'entendre au téléphone. Je pensais qu'il ne le ferait pas donner moi des informations, mais j'ai dû essayer.
Bonjour, j'essaie de joindre ma femme, Claire Morrison, lui ai-je dit en utilisant son nom de jeune fille, car cela semblait être son pseudonyme préféré ces jours-ci. Elle réside dans l'une de vos unités et je dois la contacter au sujet d'une urgence familiale. Laissez-moi vérifier nos dossiers, a dit la femme, et je pouvais l'entendre taper en arrière-plan. Oh, oui, Madame Morrison dans l'unité 247, mais je montre qu'elle est répertoriée sous le nom de Claire Holloway sur notre contrat de location. Voudriez-vous que je vous connecte à son unité? Holloway? Le nom m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. J'ai réussi à trouver une excuse pour vouloir lui faire une surprise et j'ai raccroché avant de dire quelque chose qui pourrait me causer des ennuis. Mais ce nom, Holloway, me brûlait le cerveau. Cela devait être lié au petit ami dont parlaient les infirmières. Ce devait être son nom. Une recherche rapide sur Google m'a donné plus d'informations que je ne le souhaitais. Bryce Holloway, 34 ans, directeur marketing d'une grande entreprise avec des bureaux à Phoenix et Denver. Son profil LinkedIn montrait un gars qui avait l'air de sortir d'un magazine pour hommes. Des cheveux parfaits, un costume coûteux, le genre de sourire confiant qui lui permettait probablement d'obtenir tout ce qu'il voulait. La biographie de son entreprise parlait de son approche innovante de la gestion de marque et de sa passion pour aider les entreprises à atteindre leur plein potentiel. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'était sa passion apparente pour le vol des femmes d'autres hommes pendant que leurs enfants étaient en train de mourir. Plus je creusais, plus je me sentais malade. Bryce avait publié des photos sur les réseaux sociaux tout l'automne. Des randonnées, des repas raffinés au restaurant, des escapades de week-end dans des endroits qui ressemblaient étrangement aux arrière-plans que j'avais vus dans les appels vidéo de Claire. Et même s'il prenait soin de ne montrer personne d'autre sur les photos, il y avait de petits indices. Un deuxième verre de vin sur la table, 2 paires de chaussures de randonnée près de la porte d'une chambre d'hôtel, la main d'une femme tendant la main vers le cadre pour attraper quelque chose avec une alliance qui ressemblait exactement à celle que j'avais mise au doigt de Claire. Il y a 13 ans, je me suis retrouvé à regarder une photo que Bryce venait de publier. Il y a 3 jours, le même jour qu'Ava est décédée. Il montrait une bouteille de champagne coûteuse et 2 verres sur ce qui ressemblait à un balcon d'hôtel avec la légende célébrer un nouveau départ. Pendant que je tenais la main de ma fille mourante en lui promettant que tout irait bien, se buvait du champagne avec ma femme pour célébrer leur nouveau départ. La rage qui s'est accumulée dans ma poitrine ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais ressenti. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une fureur brûlante et pure qui m'a donné envie de conduire directement à Phoenix et de les battre tous les deux. Mais je me suis forcé à rester sur place, à continuer de creuser, à rassembler autant de preuves que possible avant de faire quelque chose de stupide. J'ai appelé Emily à Denver, la sœur de Cla, qui était censée vivre un divorce compliqué et qui avait besoin de soutien. Emily avait l'air véritablement surprise d'avoir de mes nouvelles et encore plus surprise lorsque j'ai demandé comment Claire se comportait. Claire, je n'ai pas vu Claire depuis Noël. Dit Emily, la confusion étant claire dans sa voix. Pourquoi penses-tu qu'elle est ici? Elle a dit qu'elle restait avec toi depuis ces derniers mois. Réussis-je à dire, ma voix semblant creuse même à mes propres oreilles. Elle a dit que vous aviez besoin de soutien pendant votre divorce. Il y eut une longue pause. Mason, je ne divorce pas. Et Claire n'est définitivement pas restée ici. Que se passe-t-il? J'ai raccroché sans expliquer parce que honnêtement, je ne savais pas comment le mettre en mots. Ma femme vivait avec un autre homme depuis des mois pendant que notre fille luttait contre le cancer. Elle avait menti sur tout. Où elle était, avec qui elle était, pourquoi elle ne pouvait pas être là pour Ava. Elle avait construit toute une fausse vie avec un directeur marketing pendant que je me battais seul pour la vie de notre fille. Mais j'avais encore besoin de plus de preuves. J'avais besoin de quelque chose de concret, d'indéniable, de quelque chose qui tiendrait le coup lorsque je la confronterais enfin à propos de ce qu'elle avait fait. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire depuis 1 million d'années. J'ai engagé un détective privé. Il s'appelait le détective Ray Martinez, un ancien flic spécialisé dans les affaires d'infidélité. Il avait des yeux gentils et une manière douce de parler qui montrait clairement qu'il avait déjà annoncé ce genre de mauvaises nouvelles auparavant. Quand j'ai expliqué ce que je soupçonnais, il a simplement hoché la tête et m'a dit qu'il aurait des réponses d'ici une semaine. Je ne vais pas vous mentir, Monsieur Patterson, a-t-il dit alors que je lui écrivais un chèque que je ne pouvais pas vraiment me permettre. D'après ce que vous m'avez dit, cela n'a pas l'air bien, mais vous méritez de connaître la vérité, surtout après ce que vous avez vécu avec votre fille. Une semaine plus tard, Ray m'a rappelé. Sa voix était calme et professionnelle, mais je pouvais entendre la sympathie en dessous.
J'ai des photos, monsieur Patterson, des dossiers financiers et des déclarations de témoins. Votre femme vit avec monsieur Holloway depuis 4 mois. Je suis désolé d'être celui qui vous dit cela, mais il n'y a aucun doute sur ce qui se passe. Les photos qu'il m'a montrées 1 heure plus tard racontaient toute l'histoire de la maladie. Claire et Bryce se tenant la main alors qu'ils entraient dans leur immeuble. Claire et Bryce lors de dîners romantiques pendant que je nourrissais Ava à la cuillère alors qu'elle était trop faible pour manger seule. Claire et Bryce dans un complexe hôtelier de Sedona, riant et s'embrassant comme des jeunes mariés. Pendant que je dormais sur une chaise d'hôpital et que je me demandais si ma fille survivrait la nuit. La photo finale était datée d'il y a 3 jours, le jour de la mort d'Ava. Il montrait Claire et Bryce sortant ensemble de cet immeuble luxueux, sa valise à la main, tous deux détendus et heureux. Elle retournait jouer la mère en deuil juste assez longtemps pour surmonter la mort d'Ogloa. Et puis elle retournait directement à sa nouvelle vie avec son nouvel homme. J'ai regardé ces photos jusqu'à ce que ma vision se trouble et que je comprenne enfin de quoi ces infirmières parlaient. Claire n'avait pas été en deuil. Elle n'avait pas subi de traumatisme ni besoin d'espace pour faire face. Elle jouait à la maison avec un autre homme pendant la mort de notre fille, et elle n'était revenue que parce qu'il avait probablement insisté sur le fait qu'elle devait sauver les apparences. Ma fille méritait tellement mieux que ça. Et il était temps que Claire paie pour ce qu'elle avait fait. 3 jours avant le service commémoratif d'Ava, j'étais prêt pour la guerre. J'avais passé la majeure partie de la semaine à rassembler des preuves, à regarder des photos qui me donnaient mal au ventre et à planifier exactement ce que j'allais dire. Lorsque Claire est finalement rentrée à la maison pour faire face à la musique, l'enveloppe en papier craft du détective privé était restée sur notre table de cuisine comme une arme chargée remplie de preuves de tout ce qu'elle avait fait pendant que notre fille était en train de mourir. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Claire est entrée par la porte d'entrée vers 21 h ce soir-là, comme si elle venait de sortir des pages d'un magazine de mode. Une nouvelle coupe de cheveux, des vêtements chers que je n'avais jamais vus auparavant, un maquillage parfaitement appliqué comme si elle se rendait à une réunion de travail au lieu de rentrer à la maison pour s'occuper des affaires de notre enfant décédé. Elle a traversé notre maison comme une étrangère, déposant son sac à main de créateur et vérifiant son téléphone avant même de reconnaître ma présence. Et, dit-elle avec désinvolture, comme si elle venait de partir pour un week-end au lieu d'abandonner notre famille pendant des mois. Je sais que nous devons parler des arrangements pour Ava. Je pensais à quelque chose de simple. Peut-être à la maison funéraire Morrison. Quelque chose de simple. Notre fille était morte et Claire voulait garder les choses simples pour qu'elle puisse reprendre sa nouvelle vie le plus rapidement possible. La rage qui s'était accumulée dans ma poitrine depuis des jours a finalement atteint son point de rupture. Sans dire un mot, j'ai ramassé l'enveloppe en papier cartonné et j'ai étalé les photos de Ray sur la table de la cuisine comme un jeu de cartes. 23 photos qui racontaient l'histoire de la vie secrète de Claire. Dans des détails parfaitement dévastateurs. Elle et Bryce lors d'une randonnée romantique à Sedona. Elle et Bryce marchant main dans la main dans leur appartement de luxe pendant que je regardais le corps de notre fille s'arrêter un à un. Claire s'est arrêtée au milieu d'une phrase lorsqu'elle a vu les photos, son visage pâlissant sous tout ce maquillage soigneusement appliqué. Pendant une seconde, elle est restée là, clignant des yeux devant les preuves étalées devant elle, comme si elle ne pouvait pas vraiment comprendre ce qu'elle voyait. Dans son expression, et au lieu de la honte ou le remords auquel je m'attendais, j'ai vu tout autre chose. Soulagement. Eh bien, dit-elle en laissant échapper un long soupir et en s'enfonçant dans l'une de nos chaises de cuisine. Je suppose que c'est découvert maintenant. C'était tout. Pas de larmes, pas d'excuses, pas d'explications désespérées, juste une reconnaissance désinvolte comme si je l'avais surprise en train de manger le dernier morceau de gâteau au lieu de détruire notre famille. Je la regardais en attendant quelque chose de plus, mais elle restait assise là à regarder les photos avec un léger intérêt, comme si elle feuilletait un album de vacances. C'est tout ce que vous avez à dire. J'ai réussi à sortir, ma voix semblant étranglée, même à mes propres oreilles. Notre fille vient de mourir, Claire. Notre fille est morte pendant que vous jouiez à la maison avec ça. Elle a haussé les épaules, en fait, et m'a regardé avec des yeux qui appartenaient à un parfait inconnu. Tu n'étais plus suffisant, Mason. Toute cette situation, la maladie d'Ava, les visites constantes à l'hôpital, le chagrin. Je voulais plus que ça. Je voulais me sentir à nouveau vivant. Les mots m'ont frappé comme coup physique. J'ai agrippé le dossier de ma chaise pour ne pas tomber, essayant de comprendre ce que j'entendais. C'était la femme avec qui j'étais marié depuis 13 ans. La femme qui avait tenu notre fille dans ses bras lorsqu'elle était bébé et qui avait promis de l'aimer pour toujours. Et elle parlait du cancer d'Ava comme si c'était un inconvénient qui lui gênait le style.
Tu as eu une fille, Claire, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Une fille qui avait besoin de sa mère. Pour la première fois depuis qu'elle avait franchi la porte, quelque chose est apparu sur le visage de Claire. Mais ce n'était ni de la honte ni du regret. C'était de l'irritation, comme si j'étais déraisonnable d'élever notre enfant mort. Elle était votre fille plus que la mienne. Dit Claire, sa voix devenant plus dure à chaque mot. Vous étiez celle qui vivait dans cet hôpital, qui connaissait tous les noms de l'infirmière, qui comprenait son programme de traitement. Vous avez choisi de faire ça. Tout ton monde. J'ai choisi différemment. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Claire était assise là dans notre cuisine, entourée de preuves de sa trahison, parlant de notre fille mourante comme si elle avait été une sorte de fardeau qui avait gêné son bonheur. La femme dont j'étais tombé amoureux à l'université, la femme qui avait pleuré quand Ava avait fait ses premiers pas, était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas du tout. Je voulais me sentir vivante, a-t-elle poursuivi en prenant l'une des photos et en l'étudiant comme si elle admirait sa propre performance. Bryce me fait me sentir à nouveau moi-même. Il ne me voit pas simplement comme une maman cancéreuse ou une épouse en deuil. Il me voit comme une femme avec des désirs, des rêves et un avenir. La cruauté désinvolte de ses paroles m'a laissé sans voix. Pendant que je tenais Ava dans mes bras pendant les séances de chimiothérapie et que je lisais ses histoires quand elle n'arrivait pas à dormir et que je lui promettais que maman serait bientôt à la maison, Claire avait construit une nouvelle vie avec un homme qui l'avait aidé à oublier qu'elle avait déjà eu une fille. J'ai alors réalisé que la femme que j'avais épousée était partie, probablement depuis des mois. Cette personne assise en face de moi, défendant calmement ses choix alors que le corps de notre fille était encore au salon funéraire, était un inconnu portant le visage de Claire. Et j'en avais fini de chercher les traces de la femme que j'avais autrefois aimée chez cette personne froide et égoïste qu'elle était devenue. 2 jours après cette conversation cauchemardesque avec Claire, je ne pouvais plus repousser l'inévitable. La chambre d'Ava était restée intacte depuis le jour de sa mort, comme une sorte de sanctuaire que je n'étais pas prêt à déranger. Mais le service commémoratif avait lieu demain et j'avais besoin de trouver quelque chose d'elle à exposer. Peut-être un de ses dessins, ou cette photo de son dernier anniversaire, où elle portait ce diadème ridicule et souriait comme si le monde lui appartenait. J'ai poussé la porte de sa chambre et j'ai immédiatement été frappé par cette odeur qui était purement Ava. Le baume à lèvres à la fraise, la lotion à la lavande qu'elle utilisait sur ses mains et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer, c'était juste elle. Son lit n'était toujours pas fait depuis le dernier matin où elle avait dormi à la maison, les couvertures rejetées comme si elle venait de se lever pour se brosser les dents. Son bureau était couvert de fournitures artistiques et de projets à moitié terminés qu'elle ne parviendrait jamais à terminer. C'est alors que j'ai vu son journal posé sur la table de nuit, un carnet rose avec une licorne de dessin animé sur la couverture dans laquelle elle écrivait religieusement depuis quelques mois. Je ne l'avais jamais lu auparavant. Un enfant mérite son intimité, même un enfant malade. Mais quelque chose m'a poussé à le reprendre ce jour-là. Peut-être que j'espérais trouver une trace de ses pensées, un morceau d'elle auquel je pourrais m'accrocher. J'ai feuilleté des pages de trucs typiques d'une enfant de 10 ans, des plaintes concernant la nourriture à l'hôpital, des descriptions de rêves étranges qu'elle avait faits, des listes de films qu'elle voulait regarder quand elle se sentait mieux, puis glissé entre les pages vers la fin, j'ai trouvé un morceau de papier plié pour papa avec écrit à l'extérieur de sa main soignée. Mes mains tremblaient lorsque je le dépliais, et quand j'ai lu la première ligne, j'ai dû m'asseoir sur son lit avant que mes jambes ne lâchent. Cher papa astérisque, je sais que je suis malade et peut-être que je ne serai pas là longtemps, mais s'il te plaît, ne sois pas triste pour toujours. Tu as toujours souri quand je faisais des dégâts au petit déjeuner, même quand j'avais de la pâte à crêpes au plafond cette fois-là. Rappelez-vous cela. Rappelez-vous comment nous rions de tout, même des choses stupides. Astérisque. Et ne laisse pas maman te faire du mal à propos de quoi que ce soit. Je pense qu'elle aime quelqu'un d'autre maintenant, mais ce n'est pas ta faute. Tu es toujours le meilleur papa du monde entier. Tu es mon meilleur ami et tu le seras toujours, même si je ne peux plus te le dire. Je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. Astérisque pour toujours et toujours. Ava astérisque je me suis complètement effondré sur le lit défait de ma fille, entouré de ses animaux en peluche et de ses projets artistiques. J'ai pleuré plus fort que je n'avais jamais pleuré de ma vie. Elle savait que ma belle et courageuse fille avait compris ce que j'étais trop aveugle pour voir. Et même lorsqu'elle était en train de mourir, elle avait essayé de me protéger de la vérité. Ava avait 10 ans et luttait contre un cancer. Mais d'une manière ou d'une autre, elle était la personne la plus forte de notre famille. Le matin du service commémoratif d'Ava,
j'ai pris une décision qui me semblait être la première chose honnête que j'avais faite depuis des mois. Je n'allais pas inviter Claire, mais je n'allais certainement pas l'empêcher de venir non plus. Si elle voulait se présenter et jouer une dernière fois le rôle de la mère en deuil, c'était son choix. Mais j'en avais fini de prétendre que nous étions une famille. Fini de trouver des excuses pour son absence, fini de protéger sa réputation alors qu'elle détruisait la nôtre. J'ai appelé la maison funéraire Morrison et leur ai dit de retirer le nom de Claire du programme, juste le mien et Avis, père et fille, comme cela avait été le cas au cours des 2 dernières années. Quoi qu'il en soit, Claire est arrivée avec 20 minutes de retard, ce qui, honnêtement, ne m'a pas du tout surpris. Elle s'est glissée au dernier rang vêtue d'une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant, probablement quelque chose qu'elle avait acheté avec l'argent de Bryce, et s'est assise seule pendant que le reste de notre famille et nos amis remplissaient les premiers rangs. Personne ne l'a reconnue. Personne ne lui a réservé une place. Personne n'a même regardé dans sa direction. C'était comme si elle était invisible, ce qui semblait approprié étant donné à quel point elle s'était rendue invisible pendant la maladie d'Ava. Ma sœur Leia a fait l'éloge funèbre, lisant des notes qu'elle avait écrites sur tout ce qu'Ava avait aimé. Cours d'art et crêpes aux pépites de chocolat et ce stupide dessin animé sur des légumes parlants qui la faisait rire jusqu'à ce qu'elle renifle. La voix de Yaila s'est brisée à plusieurs reprises, mais elle a réussi à s'en sortir sans s'effondrer complètement, ce qui était plus que ce que j'aurais pu faire. Quand ce fut mon tour de parler, je me dirigeai vers cette petite chapelle et regardai toutes les personnes qui s'étaient présentées pour Ava quand cela comptait. Ces professeurs de l'école, les infirmières du service de pédiatrie qui étaient devenus comme une famille pour nous, mes collègues qui m'avaient couvert pendant d'innombrables séjours à l'hôpital, nos voisins qui avaient apporté des casseroles et tondu notre pelouse et posé des questions sur Ava à chaque fois qu'ils me voyaient. Ava était légère, dis-je, ma voix plus forte que ce à quoi je m'attendais. Elle riait dans les moments les plus sombres. Elle m'a appris que l'amour n'est pas qu'un sentiment. C'est un choix que vous faites chaque jour. L'amour apparaît. L'amour reste. L'amour se bat pour ce qui compte, même lorsque les combats font mal. Je n'ai pas mentionné le nom de Claire une seule fois pendant mon discours. Je n'ai pas parlé des mères absentes, des promesses non tenues ou de la façon dont les adultes peuvent laisser tomber les enfants qui dépendent d'eux. Je viens de parler d'Ava, de son courage et de sa gentillesse, et de la façon dont elle avait rendu tout le monde meilleur autour d'elle simplement en étant elle-même. Après le service, pendant que les gens racontaient des histoires et mangeaient les sandwichs que Leia avait commandés à l'épicerie qu'Ava aimait, je me suis rendu directement au palais de justice et j'ai demandé le divorce. Pas de drame, pas de confrontation, juste de la paperasse qui mettrait officiellement fin à ce qui était déjà mort depuis des mois. Cet après-midi-là, j'ai fait don de tous les livres préférés d'Ava au service des enfants du centre médical Rivergate. Ensuite, j'ai créé la fondation Ava Patterson pour les parents célibataires qui luttent contre le cancer infantile en utilisant l'argent de l'assurance vie qui était censé nous aider à reconstruire nos vies ensemble. Au lieu de cela, je reconstruirai ma vie seule et aiderai d'autres familles à éviter l'isolement que j'avais ressenti au cours de ces derniers mois. C'était bien. C'était comme si quelque chose qu'Ava aurait voulu. Transformer notre douleur en but, en veillant à ce que les autres enfants n'aient pas à affronter leur combat sans que les 2 parents ne se présentent pour se battre. 6 mois plus tard, je me suis retrouvé derrière un podium au Rivergate Medical Center, regardant une salle pleine de gens venus soutenir la première grande collecte de fonds de la fondation Ava Patterson. Le même hôpital où j'avais passé 2 ans à regarder ma fille se battre pour sa vie était devenu le lieu où son héritage faisait une réelle différence pour d'autres familles traversant le même cauchemar. On m'avait demandé de prononcer le discours d'ouverture, de raconter l'histoire d'Ava et d'expliquer pourquoi cette fondation était importante. Parler en public n'a jamais été mon truc. J'étais plus à l'aise avec un marteau à la main qu'avec un micro. Mais cela me paraissait important d'une manière qui rendait ma nervosité insignifiante. Ma fille Ava m'a appris que le courage n'est pas l'absence de peur. Ai-je commencé, ma voix plus ferme que ce à quoi je m'attendais. C'est aimer tellement quelqu'un qu'on continue à se battre même quand on est terrifié. Elle avait 10 ans et était plus courageuse que n'importe quel adulte que j'ai jamais connu. Je leur ai parlé des projets artistiques d'Ava. J'ai parlé de sa détermination et de la façon dont elle s'est fait des amis lorsque la véritable infirmière lui a confié sa garde, de son souci pour les autres enfants qui avaient peur et seuls, de la lettre qu'elle m'avait laissée prouvant qu'elle était plus sage que son âge n'aurait dû le permettre. Quand j'ai lu sa lettre à haute voix, toute la pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit des gens qui pleuraient doucement. Et quand j'ai fini, ils ne se sont pas contentés d'applaudir. Ils se sont levés et ont applaudi comme s'ils venaient d'assister à quelque chose de sacré. Parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Ensuite,
une petite fille au crâne rasé et aux plus grands yeux marrons que j'ai jamais vus s'est approchée de moi et a tiré sur la manche de ma veste. Elle ne pouvait pas avoir plus de 7 ans, portant un bracelet d'hôpital dans un sourire qui me rappelait tellement Ava. Cela m'a coupé le souffle. Votre fille a l'air d'un super-héros, a-t-elle dit avec sérieux quand ils disent quelque chose qu'ils pensent vraiment important. Je me suis agenouillé à son niveau et j'ai souri pour ce qui semblait être la première fois depuis des mois. Elle l'était. Je lui ai dit qu'elle l'était absolument. Je n'ai jamais revu Claire après que le divorce ait été finalisé. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé en Californie avec Bryce, probablement repartie à zéro quelque part où personne ne connaissait la fille qu'elle avait abandonnée ou le mari qu'elle avait trahi. Mais je n'étais plus amer. La colère était épuisante, et j'avais des choses plus importantes à faire avec mon énergie. La voix d'Ava vivait dans chaque enfant que nous aidions, dans chaque famille que nous soutenions, dans chaque parent qui n'avait pas à affronter seul son pire cauchemar. Elle me manquait probablement toujours. Mais j'avançais avec sa lumière dans mon cœur et ma tête haute, sachant. Elle serait fière de l'homme que je devenais.